mais aussi ce qu'on appelle l'intégration verticale et l'intégration horizontale. Lorsqu'on parle de l'intégration verticale, c'est-à-dire c'est les rapports entre ceux qui dirigent et puis ceux qui sont dirigés. Mais lorsqu'on parle de l'intégration horizontale, c'est lorsque il n'y a pas un bon rapport entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, et cela nous plonge vers des discours, disons, de tribalisme, Mboke Koufakala, ainsi de suite, et ça ne permet pas à notre pays d'être unifié ou d'être pacifié. Donc il faut y travailler pour déterminer aussi quel type d'État, parce que on ne sait pas si la RDC c'est un État anthropologique, est-ce c'est un État juridique, est-ce que c'est un État démocratique, parce qu'il y a la différence entre un État de droit et puis l'État démocratique. En tout cas, on doit mettre les choses au clair, mais aussi, s'il vous plaît, et je cite, mais aussi, s'il vous plaît, lorsque c'est lui qui est aux affaires et qu'il a déjà mis un projet de développement, vous qui arrivez, vous devrez identifier les points phares et continuer. Mais très souvent, cette culture-là n'est pas dans les chefs de nos dirigeants. Et avec eux, il y a beaucoup plus de ruptures et n'avancez pas. Et vous allez remarquer, si on aura peut-être le temps, vous allez voir qu'aujourd'hui, la façon de travailler du président Paul Kagame, malgré son âge, même s'il n'est pas là, il a déjà un plan opérationnel, même s'il n'est pas là, c'est lui qui viendra et continuera à exécuter les programmes. Je vous retrouve, Monsieur Laurent Otunina. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Il est temps de retrouver Monsieur Estras Wantia de LGD de Augustin Matata Pugno. Alors, 63 ans après, vous y étiez en train de parler que la politique aura été une indépendance effectivement acquise le 30 juin 1960, qu'aujourd'hui, 63 ans après, on peut se dire bravo, on peut se frotter les mains, que la politique aura bien marché. Mais alors, qu'en dites-vous de ces différentes zones de turbulence à l'issue des différents cycles électoraux? On reprend d'abord avec la RDC qui a été émiettée. Nous élevons Désiré Kabila qui arrive, il chasse Mobutu, la dictature, vous applaudissez ou les peuples applaudissent. Moussé qui arrive, il est assassiné, on aura même taxé d'avoir amené les étrangers sur le sol congolais, c'est Sand City. C'est Kabila qui vient avec le premier cycle électoral. C'est Bemba qui dit que celui qui a été élu, une crise de légitimité. 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui dit que celui qui a été élu. 2018, c'est Fayoulou qui dit, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Alors, est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a eu une certaine instabilité sur le plan politique? Oui, je ne peux que l'affirmer, puisque ceux qui connaissent l'histoire peuvent lire sur la courbe de l'histoire que la RDC a connu toutes ces troubles post-électoraux comme pendant les cycles électoraux. Ce que je veux dire, en fait, à répondre à cette question, je dirais que si d'abord les élections en RDC ne datent pas de 2006, les premières élections ont été organisées en 1955 où les premiers bourgmestres avaient été élus. Les Belges avaient souhaité à ce que les premiers dirigeants autochtones prennent enfin le rôle ou le relais sur l'organisation de la cité. C'est comme ça qu'ils voulaient préparer les Congolais à devenir plus tard dirigeants. Et ça, ce n'est pas de manière volontaire, c'est succès conséquent à plusieurs demandes de la part de la population, de la part aussi de la BACO et certaines forces existantes à cette époque. Alors, mais concernant le deuxième cycle électoral que nous avons connu, en 1960, où nous avons déjà l'Assemblée nationale, nous avons voté également un président de la République, mais à travers l'Assemblée nationale, le Parlement qui avait voté le président de la République. C'est ainsi que le Premier ministre est sorti de l'Assemblée nationale, ainsi que le président. Mais pourquoi on ne compte pas les deux premiers cycles électoraux? Parce que ces deux premiers avaient été organisés par la volonté du Belge, du colon. C'était par volonté paternaliste. Mais on compte les véritables élections à partir de 2006. Mais cependant, les troubles, vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des troubles récurrents pendant les cycles, cette instabilité politique. Puisque premièrement, celui qui organise les élections ne l'organise pas pour perdre. Il organise les élections non pas pour que le jeu soit équitable. En principe, la loi électorale doit être équitable pour tous.
on doit voir, il faut qu'ils réunissent les caractéristiques de transparence, de liberté, ainsi que d'inclusivité. Mais malheureusement, ces conditions ne sont jamais tout le temps réunies. En 2006, en 2011 et en 2018 surtout, on a vu une opposition qui s'est réellement rendue proactive, qui était vraiment active, qui a poussé le pouvoir la Kabylie, oui, qui a poussé la Kabylie à même auditer le fichier électoral, ce qui n'a jamais été réalisé dans les cycles précédents. Et donc, si, pour tout vous dire, la raison pour laquelle les cycles électoraux sont toujours émaillés de troubles, c'est parce que, justement, les organisateurs, la CENI, le gouvernement, ne permettent pas à ce que toutes les forces vives se retrouvent ensemble autour d'une table et les forces vives ont souvent l'habitude de demander si réellement le fichier, par exemple le fichier électoral, si réellement le fichier électoral est correct. Et c'est ce qui provoque souvent par la suite des troubles, puisque le pouvoir en place qui organise les élections par l'entremise de la CENI ne répondent pas à leurs desiderata. Alors, monsieur Strauss, aujourd'hui, vous estimez que, parce que nous y sommes maintenant, sur le vif même du sujet que nous sommes en train de décortiquer, une année de 63e anniversaire qui tombe justement sous une année électorale, 2023, les Congolais attendent à se rendre aux urnes le 20 décembre 2023. Et alors, vous estimez qu'aujourd'hui, tout ça, c'est parce que c'est l'instance d'organisation des élections qui ne met pas en confiance les parties prenantes. Et maintenant, quid du processus électoral en cours aujourd'hui? Comment vous le voyez? Oui, j'estime que le processus en cours, vous savez, dès le départ, on dit que lorsque les prémices sont fausses, les conclusions aussi sont fausses. Le processus électoral commence par l'adoption d'une loi électorale. En principe, dans un État sérieux, dans un État qui respecte les lois, une loi électorale doit demeurer la même durant des années. Mais nous, la loi électorale est modifiée à chaque processus. Le pouvoir en place vient modifier la loi suivant ses intérêts pour garantir ses intérêts, sa future victoire. Ce qui pose problème. On a vu l'avènement d'un autre système dans l'électoral, il s'agit du seuil. Le seuil qui a compliqué. Les Congolais n'étaient pas habitués, même les candidats n'étaient pas habitués à ce concept de seuil. C'est ce qui a posé problème. Et même l'opposition aujourd'hui, l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, qui avait dénoncé cette manœuvre qui permettait à la majorité au pouvoir de rafler des postes à l'Assemblée nationale, a été encore reconduit. Donc d'abord, premièrement, il faut qu'il y ait du sérieux dans l'adoption de la loi électorale. Et avec la loi électorale, il s'en est suivi de l'élection du bureau. L'élection du bureau a été biaisée. L'élection du bureau a été biaisée. Il n'y a pas eu la présence de toutes les forces vives, les forces de l'association de l'état civil. Malgré cela, vous êtes de l'LGD, d'Augustin Matata Ponyo, vous faites partie aujourd'hui de l'opposition. Alors, ça se dit, ça se chante, la jeunesse, la chanson. Au cours de ces élections 2023, il faudra tout de suite penser à un renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que vous entendez par ça, par ce concept? Désormais, nous l'avons vu, même lors de la sensibilisation à l'enrôlement, nous avons vu le message, c'est qu'il faudrait maintenant renouveler la classe politique congolaise. Ça veut dire quoi, selon vous? Selon moi, je pense que renouveler la classe politique, bon, d'abord, il faut dire que le sens, parfois, a été un peu galvaudé. Quand on parle du renouvellement de la classe politique, on ne vise pas simplement les jeunes. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui, s'en servent comme outil de campagne pour leur élection. Le renouvellement de la classe politique. Le rajeunissement aussi. Oui, aussi, mais simplement, le renouvellement est un peu plus vaste. Puisque dans le renouvellement, les gens souhaitent. Le souhait, c'est que la politique soit redynamisée. Il y ait un nouveau vent qui puisse souffler et d'autres nouveaux discours, de nouvelles idées politiques émergent. Et donc, pour le renouvellement de la classe politique, nous avons besoin principalement du rajeunissement. Il y a aussi la présence et la multiplication et la présence féminine dans les cycles électoraux et dans pratiquement toutes les institutions, mais également de nouveaux visages. Je vous reviens. Alors, Joe Maele, vous êtes du FPD, Force populaire des démocrates. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'avis
qu'il faut forcément un renouvellement de la classe politique à l'issue des élections attendues du 20 décembre 2023. 63 ans après, vous estimez que les différentes classes politiques qui ont dirigé le pays auraient failli. Il faut désormais songer à un renouvellement d'une nouvelle classe politique. Ben oui, je pense. Parce que lorsqu'on parle du renouvellement, je ne veux pas me limiter sur l'aspect physique, mais pour moi, les renouvellements, je le prends dans l'aspect intellect. Les renouvellements, ce sont des nouvelles idées, une nouvelle approche du développement qu'on apporte pour l'État. Je sais que d'autres générations n'ont pas pu faire. Exactement. Vous savez, lorsqu'il y a des discours, il y a certains discours qui ont transité des années en années. Il y a une manière de faire les choses que moi j'appelle l'ADN politique, qui a transité depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et cet ADN politique doit être changé. Alors, l'ADN politique, c'est même le cœur ou l'âme du politique, du politicien. C'est que nous voyons dans certains partis politiques. Vous allez comprendre que certaines personnes viennent en politique parce qu'ils ont des idées préconçues pour dire que la politique, c'est un moyen le plus rapide par lequel on gagne l'argent. Donc, ce sont ces genres des idées que nous voulons bannir. Alors, nous voulons démontrer aux gens, à certaines personnes, on vient en politique pas pour voler, mais on vient en politique pour servir. Vous savez, il y a un grand auteur, Platon, qui disait, il dit que la politique, c'est une technique, mais cette technique qui est faite pour les personnes qui ont au savoir. Et dans cette dimension-là, le champ politique, c'est un champ qui doit être restreint. Lorsque mon ami parlait, il y a quelque chose que j'ai noté, peut-être, moi je n'appelle pas ça recadrage, que j'ai dit, peut-être il a dit selon son opinion, mais une loi électorale doit subir toujours les naissances des faits sociétaux. Une loi électorale ne peut pas rester identique chaque année. Pourquoi? Parce que la société est dynamique, comme nous dit la sociologie. Donc, chaque année ou chaque cycle électoral, il y a des faits novices qui naissent. Et la loi qui régit la société doit orienter. Si la loi n'oriente pas, ça signifie que nous allons nous comporter dans une jungle. Parce qu'au dehors de la loi, il n'y a aucun instrument, aucun autre instrument qui doit régir. C'est pourquoi les législateurs, voyant certains bavures, incluent les seuils. Aujourd'hui, nous avons deux types de seuils. Il y a le seuil des représentativités, selon l'article 22 de la loi électorale, et les seuils d'éligibilité. Pourquoi les seuils de représentativité? On a voulu restreindre certains partis mallettes et voir si réellement certains partis politiques ont un ancrage. Parce que dans les seuils de représentativité, vous devez présenter les 60% des sièges à pourvoir. Donc à l'Assemblée nationale, si on a 500 sièges, les partis politiques doivent proposer au moins 300. Alors d'où, vous allez comprendre aussi, ça nous oblige, dans une dimension collective, de faire recourir à des regroupements politiques et avoir moins de partis politiques qui vont conquérir. Alors, et dans cet aspect de choses-là aussi, c'est une petite dimension de l'État, et de la nation plutôt. Ça nous permet aussi à développer un vivre collectif, parce que quand 10 ou 20 partis politiques se rassemblent pour un objectif commun, c'est aussi les vivre ensemble. Mais alors, est-ce que dans le contexte actuel congolais, est-ce que ça permet à la jeunesse de s'imposer? Mais oui. Je n'ai pas fini ma question en commençant par les partis politiques. Est-ce qu'on permet à la jeunesse de faire entendre la voix à tel point que même sur la liste des partis politiques, au nom du renouvellement de la classe politique, que vos partis politiques respectifs entendent les choses de cette oreille en inscrivant le plus grand nombre possible de jeunes sur les différentes listes des candidatures? Mais oui. Ou bien c'est une guerre entre les générations et les partis politiques? Aujourd'hui, je peux dire un grand oui. Parce que l'exemple le plus concret, c'est sur votre table ici. Les travails les plus ardus est fait par qui? Les grands communicateurs aujourd'hui. Les personnes qui ont un ancrage médiatique sur le terrain aujourd'hui, c'est qui? Vous allez comprendre, on dit, il y a une génération qui passe et l'autre qui remplace. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, je vous dis, cher aîné, c'est quelque chose qui est cyclique. C'est aussi dans la loi de la nature. Mais est-ce que c'est accepté par ceux-là qui vous ont... Je pense par ceux-là qui ont été avant vous? je pense que ce n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les champs politiques. Dans les champs politiques, comme tout le monde porte les gants, ces vieux-là qui ont travaillé ne peuvent pas vous laisser. Je vous reviens. Et alors, Laurent Tounina, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la guerre, entre guillemets, ou vos souhaits
de la plupart des jeunes, du renouvellement de la classe politique congolaise 63 ans après. On estime que les pères de l'indépendance ont fait leur temps. Il y a eu après eux un autre courant politique, un autre vent politique qui était arrivé. On a connu les Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, ça remonte, ça revient. Et puis c'est Joseph Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Alors, on croit qu'aujourd'hui, il faut forcément que ces renouvellements de la classe politique congolaise, ce renouvellement soit accepté. Est-ce que c'est acceptable, selon vous, avec les générations qui ont vécu avant vous? Ok, merci beaucoup pour le droit verbal. Et moi, je pense qu'il faut que cette jeunesse-là, premièrement, puisse prendre conscience. Ça, c'est de un. Et puis de deux, il faudrait à ce que ceux qui dirigent aujourd'hui la République démocratique du Congo puissent avoir aussi cette vision politique de favoriser les climats ou encore les terrains pour que les jeunes puissent avoir accès à la gestion de la res publique. Maintenant, si vous observez les actions du gouvernement depuis l'accession à la magistrature suprême du président Félix Tshisekedi, vous allez remarquer que lui au moins, il fournit l'effort. On voit même dans son cabinet, il y a quelques jeunes, même au niveau du ministre, que ce soit au niveau du gouvernement, Sama Lukonde 1 ou Sama Lukonde 2, et il y a 2 jeunes. Mais ici, c'est que nous voulons mettre l'accent, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique, mais il faut aussi se poser la question sur quel type de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui... D'abord, qu'est-ce que vous entendez par renouvellement? C'est en termes de figures, des visages politiques, ou c'est en termes d'idéologie, ou encore en termes d'une nouvelle dynamique politique, mais incarnée par la jeunesse? Et quelle jeunesse? Vous avez posé notre question. Voilà, j'étais en train de réfléchir en disant que non, on doit aussi donner la place. Là, il faut aussi poser la question, quel type de la jeunesse? Et c'est pour cette raison, lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit il faudrait assez que ceux qui nous dirigent aujourd'hui puissent favoriser les climats là pour permettre aux jeunes de participer à la gestion de la res publique. Ça, c'est une très bonne chose. Mais aussi, il faut changer les paradigmes. C'est dans ces processus-là. Il faut aussi, lorsqu'on parle de renouvellement politique, il faut aussi changer aussi les visages. Parce qu'on a vu les mêmes personnes pendant autant d'années, les mêmes personnes et qui n'apportent pas les résultats escomptés. Donc, leurs actions ne s'orientent pas vers les langages intérêt général, mais par contre, les langages intérêt privé. Alors, pour ce type de personnes-là, il faut qu'il y ait renouvellement. En tout cas, ici... Alors, selon vous, renouvellement, voilà. Renouvellement, c'est en termes de résultats qui n'ont pas été satisfaisants selon vous, 63 ans après, ou selon vous, c'est pratiquement le principe des hautes toits de là que je m'y mets. Ça veut dire, vieux, voilà, pliez vos bagages, vous avez fait votre temps, vous êtes enrichi depuis Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila, maintenant c'est nous. Non, moi je vois les renouvellements dans les langages action, résultat, intérêt général, et non les langages action, résultat privé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait une rupture brutale entre les jeunes et le vieux. Entre les générations. Sinon, ça va créer ce qu'on appelle l'affrontement. Un conflit de génération. Voilà, un conflit de génération. Alors, pour éviter cela, nous, comme la jeunesse a de la force et les vieux ont de la sagesse, on peut créer cette symbiose-là, cette synergie de force pour permettre à la République démocratique du Congo d'arriver à son Eldorado. Ça, c'est une très bonne chose. Et surtout que nous sommes dans le champ politique. Le champ politique, c'est un champ de lutte de bataille où tout le monde se bat pour préserver ses propres intérêts, et quitte aux jeunes aussi de se préparer. S'il n'y a pas une politique capable de permettre aux jeunes aujourd'hui de s'exprimer, d'occuper les postes de commandement au sommet de l'État, les jeunes eux-mêmes aussi, même par certains mécanismes, ils peuvent aussi faire ces forcing, par exemple, tel que nous sommes en train de faire maintenant. Et c'est comme le dit... C'est un forcing? Non, je dis c'est un forcing, pas dans le sens péjoratif, mais c'est un forcing dans le sens qu'il faut se battre dans la vie, il faut se battre pour que le pays aille de l'avant. Il ne faut pas être acteur, il ne faut pas être téléspectateur, il faut être par contre acteur. Et c'est pour confirmer cette maxime africaine qui dit si vous voulez manger du miel, vous devrez avoir le courage d'affronter les abeilles. Donc c'est dans ce sens. Je vous retrouve, monsieur Laurent Tounina. Cette fois-là, je vous retrouve pour conclure. Chacun aura ses 5 minutes. Mais je commence par Estras Ouandja de LGD. Je commence avec vous. Ok.
Ne vous en faites pas. Si vous avez d'abord vos 2 minutes, et puis je vous relance pour la conclusion. Merci. Au total, vos 7 minutes. Je crois que vous aurez assez de souffle. Hein. Oui. Mais alors, maintenant, Laurent l'a dit. Il ne faut pas faire le renouvellement juste pour le faire. Un renouvellement de plaisanterie ou de complaisance. Mais est-ce que la jeunesse a-t-elle ou est-elle préparée à cette relève? La jeunesse est-elle préparée à ce renouvellement politique? La jeunesse a-t-elle de repères? Alors, Monsieur Joseph, je vous dis un grand oui. Un grand oui parce que j'en connais déjà dans mon sillage plusieurs jeunes qui veulent vraiment travailler, servir le pays, mais cependant n'ont pas d'opportunité pour le faire. Parce qu'il y a un cacique qui ne veut pas laisser sa place. Parce qu'il y a un cacique qui fait ce cumul de mandats. Vous trouvez le même cacique à l'Assemblée nationale, son suppléant, son petit frère. Et comment voulez-vous qu'on laisse la place à la jeunesse? Et vous allez rencontrer plusieurs... Oui, ça c'est depuis très longtemps. Et il y a encore, moi j'ai d'ailleurs des recommandations à faire que je ferai à la fin, je soumettrai à la fin. Alors, la jeunesse veut travailler. Et même travailler à fond. Nous observons aujourd'hui mon vis-à-vis, Monsieur Joe Maël est venu dire tout à l'heure que il y a rajeunissement. Je pense que vous venez de dire ça. Il y a rajeunissement. Moi, je dis faux. Ce rajeunissement est très infime. On ne peut pas considérer cela comme un rajeunissement. Puisque même à l'époque de Mobutu, Kabila, on a vu des Germain Kambinga, on a vu Patrick Mouyaï, on a vu Yves Kissombe. Ce ne sont pas les nouveaux visages qui font des visages isolés, une petite portion qui peuvent dire, nous déduire que voilà, la classe politique a été rajeunie. Pour que la classe politique soit rajeunie, il faut premièrement que ces jeunes qui veulent travailler... Recommandations. Oui, les recommandations, je peux conclure déjà? Non, allez-y, j'irai vos 5 minutes. Il faudrait... Vos 5 minutes pour conclure. Ok, donc il faudrait que ces jeunes soient d'abord considérés à partir au niveau de leur parti politique. C'est là où je voulais poser ma question. Guide de ligue de jeunes dans vos partis politiques. Vous savez que des manifestations de rue, des tremplins, ou comment êtes-vous considérez, vous, les ligues de jeunes dans vos partis politiques? Bon, quand vous dites nous, vous partis politiques, vous nous globalisez, pour la plupart, les partis politiques. La plupart des partis politiques ne considèrent pas les jeunes comme des égaux. Ils considèrent plutôt les jeunes comme des marchepieds, pour leur permettre à eux de se hisser très haut, mais sans pour autant exploiter les talents et les dons, et même les compétences de ces jeunes-là. Et c'est ce que nous rencontrons presque partout. Vous êtes dans votre alors, à la différence du LGD... Vous êtes maintenant dans votre temps de conclusion, allez-y maintenant, 63 ans après. Okay. Que recommandez-vous pour qu'enfin, au nom du renouvellement de la classe politique congolaise, que l'on voit de nouvelles énergies booster le développement de la RDC, ce qui reste un défi, le chef de l'État l'a dit dans son discours, le défi maintenant c'est le développement après l'indépendance. Après 63 ans, les défis c'est le développement. Alors, parmi les recommandations, d'abord il faut établir les responsabilités. Pourquoi la classe politique n'est pas encore, ne se renouvelle pas à chaque cycle électoral, même à chaque année? Puisque premièrement, il y a la part des citoyens et la part des gouvernants. La part des citoyens, c'est l'engagement. Il y a de moins en moins d'engagement. Soit ils s'engagent, mais finalement acceptent d'être instrumentalisés par un cacique, c'est dû souvent à la pauvreté. Donc il y a un jeune qui se lance dans la politique et se dit, il n'a pas un objectif à atteindre. Ce qu'il veut, c'est voilà, se retrouver quelque part, se caser, être à l'abri de besoins. C'est ce manque d'engagement qui fait en sorte que les gens se laissent dominer par un autre système de pensée. Et il y a encore autre chose qui peut, parmi les recommandations, je vais le dire, parmi les recommandations, toujours avant d'arriver aux recommandations, je veux dire qu'il y a aussi la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit promouvoir, par des mesures incitatives, par un environnement incitatif, permettant à la jeunesse ou à la nouvelle classe d'émerger. Quand par exemple vous parlez de la parité, quand on parle de parité, on sous-entend qu'il y a égalité entre hommes et femmes. Mais on rentre dans le gouvernement, on accorde 18%. Une parité de la sorte ne favorise pas également
le renouvellement de la classe. Si on respectait les 50, on trouvera 10, si nous avons un gouvernement de 30 personnes, nous retrouverons 15 nouveaux visages des femmes et 15 Et vous voyez que c'est possible, pas dans les pays des vieilles démocraties. Hein? C'est possible. En France, au Rwanda, notre voisin, c'est possible. Également, parmi les recommandations, je souhaiterais que l'État ou la prochaine législature, que l'on adopte d'abord des lois interdisant le cumul de mandats. Une minute qui vous reste pour conclure. Ok. Alors, le cumul de mandats doit être interdit. Si vous êtes député national, restez là jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, si c'est votre temps. Alors, deuxième recommandation, je dirais qu'il faut promouvoir des mesures incitatives, ce que je viens de dire tout à l'heure, pour le renouvellement de la classe politique. Également, il faut limiter le mandat législatif. Celui qui a déjà brigué 2 fois un mandat législatif doit le faire uniquement 2 fois. Ça c'est ma proposition. Pas plus de 2. Concluez. Alors, troisième aussi, il faudrait également que dans les partis politiques, voir de plus en plus des primaires s'organiser, où nous verrons des affrontements d'idées, des affrontements de compétences, de visions, ce qui permettrait également le renouvellement de la classe politique. Si de plus en plus les Congolais, les jeunes, sont consciencieux que dans un parti politique, on ne vient pas accompagner une personne, mais on vient pourtant accompagner une vision, faire triompher une philosophie, une idéologie. Donc c'est par là que chacun, en faisant cela, démontre qu'il y a des responsabilités partagées entre nous citoyens, nous jeunes, et nous citoyens en général, et la part de l'État que je viens tout à l'heure d'être venu dans ce magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Estras. Merci beaucoup, monsieur. Estras Wandja, vous êtes de LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Diomaele de FPD, la Force populaire des démocrates. Vous êtes de l'Union sacrée. Aujourd'hui, qu'attendre effectivement du renouvellement de la classe politique congolaise à l'issue des élections qui pointent à l'horizon? Vos 5 minutes, vous les gérez. Puis merci beaucoup. Au revoir. Je vais les gérer on retrouve monsieur très soigneusement. Je pense que lorsque je parle du renouvellement, c'est quelque chose de très palpable. J'ai commencé par votre plateau. Ce ne sont pas des vieux qui sont ici au plateau, ce sont des jeunes et des jeunes très réfléchis. Et vous devez savoir une chose, mon cher ami, en politique, nullement, que ce soit un vieux ou un jeune, il va s'élever pour vous laisser la place. Ça, c'est un premier principe que vous devez savoir. La politique, comme le définissent autres personnes, c'est un champ où on se bat, soit pour conserver le pouvoir, soit pour le conquérir. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, ce sont les idéologies et des mécanismes par lesquels qui priment. Ici en Afrique, les vieux sont les gardiens de la coutume et des cultures. Il faudrait les savoir. Lorsqu'on veut faire une rupture spontanée, ça signifie que nous faisons une rupture spontanée avec nos cultures et avec nos coutumes. La meilleure des choses à faire, c'est que par nos compétences en nous jeunes, nous devons démontrer à ces vieux-là, peut-être vous devez aller en retraite, et que c'est notre temps. Ce sont les compétences qui doivent primer. Aujourd'hui, j'ai une collaboration étroite avec M. Joseph. Vous pensez que je l'ai eu par recommandation? Non, ce n'est même pas un membre de ma famille. Je l'ai dit tout haut ici à la télévision. Je l'ai dit tout haut, ce n'est même pas un membre de ma famille, ni de ma province. Et je l'ai montré de quoi j'étais capable. M. Diomaye a navigué dans 4 partis politiques. Dans les 4 partis politiques, les 3 partis politiques, j'étais secrétaire général dans tous les 3 partis politiques. Avant dernier parti politique, j'ai travaillé avec un grand homme de mon pays. Je fus porte-parole et aujourd'hui, je suis chargé de presse. Je ne le fus pas parce que j'étais recommandé. Depuis que j'ai commencé ma carrière politique, je n'étais recommandé par personne. Ce sont mes idéaux, c'est mon courage, c'est ma compétence. Vous êtes ici parce que par un courage, vous êtes dit, je peux le faire. Et le parti a fait confiance en vous. Si la plupart des jeunes adoptent cette idéologie-là, nous pouvons le faire. Alors, en synergie, on peut le faire. Nullement un vieillard peut vous laisser la chaise s'asseoir. Dans les champs politiques, je n'ai jamais vu ça. Et lui quand même, doit dire bravo, parce que trouver dans un parti d'un technocrate comme Augustin Matata, d'accepter dans le média, de te livrer dans les médias, c'est qu'il a confiance en vous. Il dénie les réalités.
Il sait très bien les réalités. Lui, il peut avoir, vous pouvez avoir eu la chance de vous démarquer. Mais combien n'ont pas eu la chance? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Il lâche une vérité. Ça veut dire, au sein de l'LGD, on n'accorde pas la chance à Moi, la je vous ai jeunesse. dit que le LGD, c'est un parti à part. Cher ami, je vous pose la question. S'il vous plaît, concluez, c'est dans votre temps. Combien de personnes ont fait cet exercice que vous aviez fait? Moi, j'ai commencé les médias, pas par l'argent d'un président des partis politiques. Je suis encore étudiant quand j'ai commencé les médias, par l'argent des syllabistes. Concluez, s'il vous plaît. Je faisais des économies. Mais je vous dis la vérité. Nous tendons vers la fin. Si la plupart des jeunes adoptent... Oui, parce que pourquoi? Pour moi, j'ai une autre conception de la politique. La politique, c'est une passion pour moi. C'est une vie. Je suis en train de faire une carrière. Et si j'y tombe, je sais que je suis en train de laisser toute une génération. S'il vous plaît. Donc, il faudrait que chaque jeune... Ça dépend de la conception et de la mentalité dans laquelle on atterrit en politique. Donc, c'est que Laurent a dit, la détermination aussi, oui, l'engagement. Vous revenez encore au sens de l'engagement. Je venais de dire tout à l'heure, le sens de l'engagement. Parce que lorsqu'on atterrit en politique, la plupart des jeunes ont une conception néfaste. Ils vont vous dire, vous y allez dans la précipitation pour rouler carrosses, acheter des belles vestes. Il faut aller avec une conception pure. Je vais pour faire une carrière. Je vais pour servir ma nation. Je vais pour mettre des compétences en évidence. Merci. Moi, je suis les témoignages. Merci d'être venu, M. Diomaye. Merci. Maintenant, c'est le temps de M. Laurent Tounina. Vous êtes analyste politique. Somme toute, quelles sont les pistes de renouvellement de la classe politique telles que vous le voulez, vous le souhaitez? Et moi, je pense que premièrement, nos autorités compétentes, ceux qui dirigent la République démocratique du Congo, en cet instant ici, et je ne vois pas seulement le président de la République, mais toute personne qui a une portion du pouvoir dans son secteur, il faut qu'il y ait une politique, une vision, d'abord une politique pour préparer un terrain capable de permettre ou encore d'inciter, de fasciner à cette jeunesse-là de faire la politique, non seulement faire la politique pour gagner de l'argent rapidement, c'est ce qu'on a inculqué cette classe politique à adopter et fait croire aux jeunes, mais par contre, de leur dire que vous devrez apporter vos idées, vous devrez aimer votre patrie, vous devrez vous enrôler à l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de votre pays, vous devrez entrer dans les services de renseignement pour et donner les informations aux dirigeants compétentes au temps réel, parce qu'en matière de services de renseignement, il y a ce qu'on appelle la chronostratégique, donc c'est les temps. Donc en vue de permettre aux autorités compétentes d'orienter leur prise de décision. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut que cette jeunesse-là aussi puisse se préparer, parce qu'apparemment, nous constatons jusqu'à présent que le climat n'est pas vraiment favorable pour que les jeunes puissent faire la politique, que les jeunes ont ces dégoûts-là. Et moi, je profite sous ces projecteurs d'encourager les jeunes, parce que c'est la toute première richesse que nous avons en RDC, parce que la majorité sont jeunes. Est-ce que la jeunesse elle-même, elle est consciente? Voilà. Alors, à cet effet, je suis en train de dire à cette jeunesse-là de prendre cette prise de conscience, d'étudier, d'aimer les pays, de s'intéresser à la politique, de se soucier pour que la RDC puisse faire partie de ces États-là. Donc, selon vous, M. Laurent, 63 ans après l'indépendance de la RDC, un renouvellement de la classe politique congolaise s'impose? Oui, ça s'impose. Et nous remarquons qu'il y a une résistance pour que ces renouvellements politiques puissent avoir bel et bien lié. Alors, je demande à la jeunesse de faire preuve de ce qu'on a dit, une stratégie qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité à s'adapter aux situations difficiles en vue d'atteindre les résultats escomptés. Donc, c'est ce que je peux demander. Et pour chuter, il faudra qu'il n'y ait pas rupture, bien sûr, comme je l'ai dit, entre le vieux et jeune. Il faut qu'il y ait une collaboration, parce que le vieux, ils ont l'expérience, nous avons la force, et il faut aussi que ces vieux puissent avoir aussi la volonté, lorsqu'on recrute un jeune quelque part, de les apprendre la procédure. Souvent, le vieux aussi, il le refuse pour qu'on puisse remarquer, identifier que non, ces jeunes-là ne connaissent pas. Lorsqu'on recrute une personne, il faut aussi accompagner la personne. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Concluez. En conclusion. À ne pas oublier. Donc, en conclusion, en conclusion, vous demandez à la jeunesse de s'impliquer davantage dans leur politique. En conclusion, je demande à la jeunesse de s'impliquer davantage à la politique, non pour seulement gagner de l'argent, mais aussi
beaucoup plus pour apporter des idées, des innovations, une énergie nouvelle pour que dans la la marche de la République nation démocratique du Congo puisse sortir de ces gouffres qu'elle est en train de connaître. Et puis, Merci. très rapidement, pour ceux-là qui peuvent me contacter en vue de dénoncer les quelques bavures qui se vivent ici dans la capitale de RDC. Et mon numéro c'est 082 03 39 85 4 à la fin, 082 03 39 85 4 à la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être venu, monsieur Laurent Touninan, vous êtes analyste politique, merci d'être venu. Merci. Monsieur Diomaele, vous êtes chargé de presse de FPD, la Force populaire des démocrates, vous êtes de l'Union sacrée, merci d'être venu. Enfin, monsieur Estras Ouandja, vous êtes de LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, merci d'être venu. Merci. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance, à chacun, à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes. Et le prochain invité sur vous. Et à plus.